Vous écoutez Fondation Signature, le podcast. Dans ce nouvel épisode, nous recevons Alex Costantino. Costumier concepteur, il développe une approche du costume où le vêtement devient un véritable langage artistique. Passionné d'histoire, d'artisanat et attentif aux enjeux écologiques de notre époque, il porte sur le costume un regard résolument contemporain où les matières, les gestes et le savoir-faire se réinventent. Bonjour Alex Costantino. Bonjour Julie. Alex, lorsqu'on observe votre parcours, du design de mode jusqu'à la direction artistique de la compagnie Placard Noir, en passant par l'ENSAT, l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, et vos nombreuses collaborations avec les grandes maisons d'opéra, eh bien on constate une trajectoire très directe, une trajectoire qui mène sans détour à la scène, au spectacle vivant. C'est une véritable vocation dont on souhaiterait connaître les origines. C'est une très belle question. C'est une très belle question qui est extrêmement intime parce que je crois que cette idée de costume, elle vient d'une énergie intime. Elle vient d'un besoin de comprendre le monde. Ça paraît un peu naïf, mais je crois que les gens, pour les comprendre dans la civilisation, dans la société, ils sont finalement des silhouettes qu'on comprend chacun dans une rue, comme une sorte de mise en scène. Et quand j'ai compris ça, je crois que j'étais au collège, dans l'école républicaine du collège où on a une option théâtre et un prof de théâtre passionné. Et ça a été mon cas. En fait, une prof de théâtre de français qui m'a immergé dans le monde du théâtre et qui, à travers ce trajectoire-là, de comprendre le théâtre, déjà de me plonger dans une question de recherche d'identité et donc de se transformer, de se transmuter en plein d'autres personnages. Et c'est là que j'ai compris, je crois, que ça soignait quelque chose en moi. Et c'est comme ça, en fait, je crois que le besoin d'être costumier est venu, et non pas le désir d'être un costumier comme on pouvait l'être pour certains depuis la naissance ou je ne sais quoi. Je viens d'un milieu où il n'y avait pas du tout ça, pas d'histoire de théâtre, pas d'histoire de costume. Et donc, du coup, j'ai compris ça à l'école. Et puis, j'ai laissé un peu ça de côté pendant un bout de temps. J'ai suivi mes écoles d'art plastique. Et puis après, il fallait arriver dans un milieu où il fallait choisir la suite des études supérieures. Et j'ai décidé de faire des études de mode. En fait, c'était peut-être finalement une manière assez détournée pour dire à mes parents que c'était peut-être un secteur où il y avait de l'avenir, alors que le milieu de la culture, il y en a aussi, mais que j'avais pas assez d'arguments et de force pour pouvoir le défendre tout de suite. Et du coup, je suis allé dans ce BTS que vous avez cité, design de mode, pour sortir avec un BTS diplôme de stylisme. Et à travers ce parcours-là, j'ai compris que l'appel des personnages, l'appel de toujours chercher à transformer était omniprésent dans ma vie. Et du coup, j'ai tenté ce concours de l'ENSAT, qui choisit 6 costumiers chaque année pour faire le parcours concepteur costume. Et je l'ai réussi, ce concours, et j'ai passé 3 merveilleuses années de ma vie qui sont dinguissimes à vivre pour n'importe quelle jeune personne avec une belle sensibilité. C'est une expérience de vie assez folle avec l'ensemble des corps de métier qui avancent ensemble dans la création et dans la créativité et dans sa recherche de créativité. Et c'est cette école qui a tout forgé à l'intérieur de moi, qui a forgé l'idée que le vêtement est un médiateur, que le costume est un médiateur, qu'il est une sorte de sensibilité qui peut dépasser les codes justes de la scène et qu'il est un peu nécessaire dans notre société de se relier à ça, quoi. Alors votre démarche intègre une dimension historique très forte. Vous travaillez à partir de sources iconographiques, d'archives textiles. Vous vous plongez dans l'histoire et même la sociologie du vêtement. Alors faut-il absolument connaître l'histoire d'un costume avant que le costume lui-même puisse nous raconter une histoire ? Pendant mes études de BTS, j'ai eu la chance de rencontrer l'équipe du musée des tissus de Lyon, dans lequel j'avais des cours, et nous étions que 4 élèves en BTS. Et avoir un cours particulier avec des connaisseurs du textile, immergés dans les collections d'un musée national, ça a éveillé en moi une sursensibilité à l'histoire et de comprendre en fait que pour écrire le présent, il faut comprendre un peu le passé.
Ça ne veut pas forcément dire le glorifier, hein. Ça veut dire qu'on peut s'en servir, qu'on peut le transformer, qu'on peut le ramener à nous. Et cette sensibilité-là, elle a grandi, elle a mûri en moi. Et du coup, dans chacun des projets, il y a toujours une base d'histoire du vêtement, une base d'histoire que je digère un peu aussi de mon côté. Mais je crois que chacun des costumes a un fondement historique, mais qu'il est entremêlé et tissé avec notre présent. Et ça, on ne peut pas l'oublier et on ne peut surtout pas le nier. Dire que on fait un costume historique, c'est pas véritablement juste. On fait toujours une réinterprétation d'autres périodes. J'aimerais vraiment comprendre comment ce travail de recherche se concrétise dans la conception contemporaine, comme vous le disiez, de ces costumes que nous voyons aujourd'hui sur scène. Et alors d'abord, il y a tout un travail qui est assez passionnant, qui est de plonger dans la matière. Déjà, dans toute œuvre et dans tout travail de créateur costume, on passe beaucoup de temps à lire d'abord une pièce qui peut être musicale, mais qui peut être aussi une pièce de théâtre. Et on laisse advenir quelque chose en nous. J'aimerais un peu casser un endroit de mystère où on pense que le génie créateur est quelque chose où ça advient tomber du ciel comme ça et que ça vous convoque et que vous passez des soirées à dessiner des croquis. Oui, ça advient parfois, mais c'est quand même extrêmement peu présent. Le plus important, c'est souvent quand on plonge dans de la matière visuelle. Donc, j'ai une partie de ma maison qui est remplie de livres, de livres d'histoire, de livres de photographie, de livres d'artistes qui m'ont ému dans des expositions. Mais il y a aussi parfois des magazines de mode, mais de différentes périodes. Et je passe mon temps à plonger dans la matière. C'est en tournant ces pages que je commence à comprendre que j'y vois tel personnage. Je prends, je découpe, je scanne, je colle. Donc tout ce travail-là amène une sorte de grand panel, une grande encyclopédie de mes sensibilités, mes goûts. Et puis, on passe dans une étape d'après, c'est bien les images, mais c'est quoi les matières? Qu'est-ce qu'on se raconte en transposant, en partant de ce tableau 18e pour arriver à l'amener? Donc là, je vais aller chercher des textiles chez des grands fabricants de tissus, comme chez Valder à Lyon, qui vont aussi se mettre en communion, car là, j'étais tout seul, et puis plus on va avancer dans le processus, plus je vais arrêter d'être seul et être confronté à d'autres. Alors, le mot confronté, c'est pas en opposition directe, hein, ça peut être en collaboration, Bien sûr. un endroit de discussion, de frétillement artistique. La première personne avec qui je travaille, c'est la mise en scène. J'ai eu la chance d'accompagner beaucoup de metteuses en scène et des metteurs en scène aussi. Mais en tout cas, dans le cadre de l'opéra et de mes dernières créations, j'ai accompagné beaucoup de metteuses en scène. Et c'est d'entremêler ces langages d'images. Et puis, souvent, ces images, elles aboutissent à un travail de maquette. La maquette, c'est un peu la concrétisation de notre imaginaire de costumier. On a plein de manières de faire des maquettes. La mienne, elle est de dessiner numériquement à partir de mes collages. D'accord. Je vais entremêler des collages d'images avec du dessin directement sur tablette numérique. Et souvent, je dessine sur les interprètes qui vont être choisis dans le casting. Ça me permet en fait de pouvoir me raconter une histoire qui est concrète, de voir comment réagit leur corps. Donc je passe une partie de mon temps à aller chercher aussi des images des autres interprètes dans d'autres rôles, et puis essayer ensuite de voir comment je peux les emmener ailleurs, les transposer ailleurs, et de voir à quel point je m'éloigne pas non plus d'eux. Ça, c'est une sensibilité que moi j'ai toujours dit et que j'ai essayé de respecter au maximum, mais de venir par un costume toujours être sur l'épaule d'un acteur ou d'une actrice ou d'une chanteur ou d'une chanteuse, mais de venir avec justesse, ne pas prendre trop de place. Venir révéler un corps, son habitude, sa gestuelle, son attitude, mais d'une manière beaucoup plus subtile que de l'envahir. Après, il y a le travail aussi avec l'interprète, qui est un peu la suite de la maquette, du dialogue avec la mise en scène. Et ça va être comment on dialogue avec un corps
un corps autre, sur lequel nous, on a fantasmé, on a rêvé des choses, et comment on vient se mettre en dialogue avec la personne qui est avec ce corps. Et justement, ça, je trouve que c'est un des éléments passionnants de notre métier, c'est rencontrer d'autres sensibilités pour accompagner l'œuvre littéraire, l'œuvre lyrique, qu'on accompagne comme des petits artisans, finalement, à chacun mettre sa petite brique pour monter le mur, mais jamais être au-dessus ni de l'un ni de l'autre, mais de co-construire ensemble ce mur d'artisans, quoi. Alors nous allons évoquer un moment heureux de votre parcours. L'atelier de création de costumes du Théâtre du Châtelet apparaît parmi les finalistes du prix d'atelier de costumes d'opéra de la Fondation Signature 2025. Alors votre travail sur les costumes de l'opéra Orlando de Handel a été salué. Qu'est-ce que l'on ressent lorsqu'on est un jeune créateur comme vous, lorsqu'on est finaliste aux côtés d'autres grands ateliers comme ceux de l'Opéra national du Rhin ou l'Opéra national de Lyon? On est très fiers. On est fiers d'une reconnaissance, hein, d'un immense jury rempli de personnalités assez importantes pour l'histoire du textile et l'histoire du costume. Je pense à Delphine Pinaza, à Esclarmonde de Monteil, qui sont des grandes dames du costume, du textile, et je trouve ça très reconnaissant. Je pense à Nathalie Gaillard, qui était aussi présente dans ce jury. Toutes ces personnalités qui ont primé des costumes que j'ai mis beaucoup de... Je me dis que chacune de mes créations, j'accompagne aussi avec beaucoup de sincérité. J'accompagne aussi toute une équipe parce qu'on prime ses costumes et on prime surtout son atelier qui a fabriqué ces costumes. Toutes ces femmes qui m'ont accompagné, en tout cas sur cette création, sont elles aussi importantes là-dedans parce que un créateur costume, c'est bien beau, il fait des belles maquettes, il dialogue avec la mise en scène, avec les interprètes. Mais derrière, il y a aussi des savoir-faire uniques, des femmes remplies de sensibilité qui ont aussi un regard, car chacune de ces silhouettes qui ont été présentées, finalement, sont aussi interprétées par des couturières, des coupeuses, des teinturières. Des teinturières qui ont eu une importance considérable, en tout cas dans ce projet-là, puisque vous êtes revenu à la teinture naturelle. Absolument, c'était une volonté majeure et un enjeu aussi politique de se dire qu'il était temps de revenir aussi à plus de bon sens dans la création, qu'être au Châtelet aussi pour une création en costume, c'était une responsabilité. Et que cette responsabilité, c'était pas juste le geste d'un créateur costume de 30 ans qui avait envie de faire sa petite création, mais que justement, on pouvait y remettre du bon sens. Le travail de la teinture naturelle, c'est un travail qui est extrêmement sensible. Il est sensible parce qu'on travaille à partir de matériaux qui sont issus de notre monde. Effectivement, on a utilisé sur plusieurs costumes des teintures de châtaignier sur Orlando, de la garance, de la gaude, de l'indigo, qui sont des matières et des pigments naturels qui ont eux aussi une fragilité. Et c'est intéressant aussi de convoquer ça dans l'histoire du costume. Pendant très longtemps, on les a un peu fuis et chassés parce qu'elles n'étaient pas résistantes. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on les ramène aujourd'hui pour dire qu'elles peuvent être évolutives et donc du coup... Vivantes. Et qu'on revient à un endroit où le costume aussi est porteur de ce sens-là et que finalement, au fur et à mesure du temps, ce costume évoluera aussi. Et ça m'est un peu... c'est important pour moi de raconter ça, de se dire que finalement, un costume, même si on le voit dans 4 ans, peut-être qu'il se sera déchiré et qu'on l'aura reprisé. Je raconte souvent cette anecdote que dans la plupart de mes créations, je demande aux habilleuses, donc celles qui travaillent pendant le suivi du spectacle, qui vont entretenir les costumes, qui vont les réparer, qui vont les laver, que s'il y a un trou dans un vêtement, de le repriser, mais à vue. Que celui-ci est une cicatrice, finalement, mais en fait comme un élément de beauté de son passé, et de continuer à entretenir ça. Ce que je veux dire, ça va ramener de l'histoire aussi sur ce vêtement, ça va le patiner aussi, et ça va lui amener une nouvelle histoire. Et peut-être dans 4 ans, il sera plus du tout différent, et peut-être que dans 10 ans, on l'aura redécoupé, on en aura fait d'autres costumes. Et je crois qu'il est important de dire qu'on est plutôt des passeurs du temps que de marquer véritablement une création comme étant à un temps donné et qu'elle restera éternellement ça. Ce que je trouve important aussi dans ce prix signature, c'est qu'il souligne l'importance de ces corps de métier qu'on ne voit plus ou qu'on oublie.
alors qu'on a justement tout le temps que l'image du créateur. Mais l'atelier, ses confections, ses savoir-faire, ils sont uniques, ils sont comme un endroit d'histoire aussi, un reliquaire, quelque chose qui est extrêmement précieux, qu'il faut savoir préserver, mais qu'il faut savoir aussi remettre en lumière. Et je trouve que Natalia Smalto nous accompagne là-dedans, en montrant que toutes ces beautés de ces petits gestes sont finalement des grands trésors et qu'elles sont si importantes aujourd'hui dans la création théâtrale contemporaine et que justement on est passé dans un monde hyper actif où on en a oublié de revenir à cet artisanat-là et qu'une fondation comme la Fondation Signature nous dit arrêtons-nous et regardons et reportons aussi un regard sur euh, la beauté du geste, mais aussi le goût de euh, la beauté des matières, la beauté des savoir-faire, la beauté des engagements. Euh, et la Fondation Signature, elle porte ça en elle, je trouve, dans son ADN en tout cas. Eh bien, je rappelle que le concours au prix d'atelier 2026 de la Fondation Signature est actuellement en cours et que les dossiers, si vous souhaitez y participer, peuvent être envoyés jusqu'au 30 avril. Et toutes les informations sont à retrouver sur le site www.fondationsignature.org. Alors Alex, on va revenir à vous et à votre actualité en l'occurrence. Il y a quelques jours, l'exposition Valençay en costume a ouvert ses portes. Vous avez réussi à transformer le château de Valençay en un véritable lieu de recherche et de création avec des espaces scénographiés. Comment cette idée a-t-elle émergé ? Cette idée du château de Valençay, elle a émergé parce que c'est un château qui se trouve pas très loin d'où j'habite, dans le centre Val-de-Loire. Et mon idée, elle a été de me dire que dans ma vie, le costume, il est bien sur scène, mais il est aussi beau ailleurs, là où on l'attend pas. Là où il va reconnecter aussi avec la sensibilité d'un public autre, celui qu'on ne voit pas forcément dans les salles de spectacle, celui qui accède plutôt à des musées, celui qui va avoir des expos, mais que grâce aux vêtements, grâce aux costumes, on peut aussi communiquer différemment avec un public. Et d'où l'idée un peu folle de me dire que pourquoi pas transformer transformer un château rempli de costumes. Alors, rempli d'une manière assez scénographiée. Chacun des espaces est inspiré par l'univers du château. Et chacun de ces espaces répond par le média que je sais utiliser, qui est celui du textile. Alors, ça peut se transposer d'une manière assez étonnante. Le château de Valençay est un château 19e, donc, avec des grandes personnalités comme Talleyrand qui va y habiter. Et par exemple, la chambre de Talleyrand est remplie de chapeaux, de formes. Ça me permettait d'une manière ou d'une autre de raconter l'histoire de ces hommes du 19e qui, quand on les voit sur les tableaux, ne sont que des silhouettes noires, très austères, très sombres. Et moi, de le transposer d'une autre manière. Alors, l'idée, c'était aussi de replacer du sens dans comment on fait des expositions. Et donc, je me suis attelé de mon petit espoir pour aller toquer aux entreprises qui ont un savoir-faire textile dans la région. De la broderie, des choses Alors, comme par ça ? exemple, et puis l'idée d'appliquer, par exemple, d'autres savoir-faire, comme l'histoire de la moquetterie et de la moquette qu'il y avait dans l'Indre, donc là où est implanté le château de Valençay, et de faire encore une fois rayonner l'histoire du textile au sein même d'un territoire. Comment le costume rallie, rassemble. Le musée de la chemiserie, dont Nathalie Gaillard est la directrice, qui fait partie de votre jury, va s'allier aussi en nous prêtant des cols 19e. Et comment, à l'intérieur de ça, on vient aussi renverser les codes. Comment on s'attend toujours à avoir une expo de costumes où tout est installé gentiment sur des mannequins. Là, les costumes sont suspendus, sont tombés au sol. Comment ils viennent trouver aussi un autre endroit de poésie, là où on les attend, et là où ils vont être porteurs de sens en eux-mêmes, comme des tableaux vivants, sans interprète, mais avec du corps signifié, signifiant. Donc, c'est un peu l'idée de Valençay, et ça m'est venu d'abord de cet ordre-là. Et puis, j'ai poursuivi cette envie avec le château de continuer cette rêverie du costume, en rêvant que ce château pouvait être une source d'inspiration pour un créateur de costumes, autre que pour une scénographie, mais pour un atelier de couture. Et cette fois-ci, un peu comme ce que raconte la Fondation Signature, de s'installer dans un autre endroit, qui n'est pas un atelier de couture qu'on voit dans les maisons d'opéra, mais cette fois-ci s'installer à un atelier de couture au sein même du château, et qu'il vient lui-même une source d'inspiration, et aussi de pouvoir montrer à tout ce public qui viendra visiter ce château
des savoir-faire qu'on pourra avoir en cours de fabrication, qu'on voit toutes ces coupeuses, ces modélistes, les gens qui travaillent le chapeau, la plume, la broderie, en application pour le public et aussi de confronter l'histoire du costume à tous. Et en tout cas, c'était véritablement sur ce grand projet que j'ai voulu un peu rêver l'histoire du costume et le sensibiliser aussi dans un château qui a envie de porter ces valeurs-là, de poursuivre un jeune artiste contemporain dans sa création. Donc ça, ce sera peut-être le deuxième volet. En tout cas, on vous le Absolument. souhaite pour ce premier volet de Valençay en costume. En tout cas, vous pouvez le visiter, ce magnifique château et cette belle exposition jusqu'au 20 septembre 2026. Alors, nous allons terminer avec un questionnaire léger qui n'en demeure pas moins sérieux, Alex, pour découvrir l'envers non pas du costume, mais du costumier. S'il ne fallait garder qu'un seul objet dans votre atelier, lequel serait-il ? Mmh. Je pense que je choisirais une histoire du costume, un beau livre qui raconte tout ce qui s'est passé avant, mais qui raconte un peu aujourd'hui, un petit peu aussi. Quel costume de super-héros ou de super-héroïne est selon vous le mieux taillé ? Je dirais le Joker. Je trouve que c'est pas forcément un super-héros, mais justement, c'est peut-être un anti-héros. Et ce qui est assez beau là-dedans, c'est que les anti-héros ont les plus beaux costumes, c'est-à-dire ceux qu'on ne s'attend pas, ceux qui surprennent et ceux qui sont peut-être à un endroit plus sensible. Quelle matière ou texture vous procure une sensation de plaisir immédiat ? Le velours de soie, d'une sensualité, d'une subtilité et d'une brillance infinie. Enfin, nous faisons un bond de 150 ans dans le futur. Nous voici dans un musée, face à l'une de vos créations. Qu'aimeriez-vous qu'elle raconte de notre époque ? J'aimerais qu'elle raconte un endroit de sensibilité qui a parfois peut-être été un peu oublié. J'aimerais bien d'ailleurs que on se rende pas forcément compte que c'est moi qui l'ai créé, que ça soit peut-être plein d'autres gens, que c'est peut-être mais qu'il y ait pas forcément une patte en soi, qu'il y en a plein, qui puisse un endroit surtout de projection et d'imaginaire. Ça fait du bien d'imaginer plein de choses et d'être un support de projection. J'aimerais bien qu'on raconte un peu ça de ces costumes et qu'on les implante pas en se disant ah tiens, ça c'est sûr que ça a été fait à telle période. C'est un endroit d'universalité qui me touche plus, de se dire qu'un costume, il est peut-être de plein de périodes différentes, il est trouble, il est beaucoup plus fluide et j'aime bien qu'on l'attende à plein d'endroits différents, mais pas que je lui fixe véritablement une identité propre. Merci Alex. Merci à vous. Vous venez d'écouter Fondation Signature, le podcast. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous dès maintenant et partagez-le autour de vous. Retrouvez toute l'actualité de la Fondation Signature sur le site www.fondation-signature.org et sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn et YouTube. À bientôt.